avec son départ à la retraite, après plusieurs années consacrées au service de la faculté. Et à ma connaissance, c'est la première fois qu'un ancien doyen part à la retraite tout en maintenant ses activités d'enseignement et de recherche à la faculté. Dès lors, on peut affirmer, sans risque d'être contredit, que l'homme entretenait une relation quasi fusionnelle avec la faculté. Mieux, certains collègues n'hésitent pas à dire que la faculté était sa deuxième maison. Mesdames, Messieurs, honorables invités, beaucoup de cérémonies ont été organisées en l'honneur du dédicataire au sein de la faculté. Cette fois-ci, cette cérémonie revêt un cachet particulier et mérite d'être inscrite dans le livre d'or de la faculté, avec le retrait d'un homme multidimensionnel. Je veux parler de l'ami, du collègue Jacob Ndiaye, qui a formé plusieurs générations de cadres au niveau de l'université et également en dehors du temple du savoir. L'homme a profondément marqué l'institution par ses productions scientifiques, ses prestations pédagogiques et ses services rendus à la communauté. Il entretient des rapports de proximité avec les enseignants, le personnel administratif, technique et de service, et les étudiants, au point que certains le surnomment l'humble serviteur. Oui, sa devise est servir, toujours servir, encore servir. Au nom de la faculté des sciences juridiques et politiques, c'est-à-dire les enseignants, le personnel administratif, technique et de service, et les étudiants, je lui renouvelle mes remerciements, ma gratitude et ma reconnaissance éternelle pour les bons et loyaux services rendus à la faculté. Cher Jacob, nous savons tous que vous avez un grand amour du métier d'enseignant et le fervent désir de rehausser encore le niveau de l'institution. Cela signifie donc que notre chère faculté continuera, comme par le passé, à compter sur votre grande expertise pour que vive la faculté des sciences juridiques et politiques. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous vous remercions, Monsieur le Doyen, pour ces mots aimables, ces mots remplis de sagesse et de vécu, pour avoir été aux côtés de Doyen pendant 5 longues années et pendant presque toute la carrière universitaire que vous avez eue. Nous en venons pour donner la parole au représentant du recteur, s'il est là. C'est déjà fait. Ah. Le doyen me rappelle que c'est déjà fait. Il est assez important de le savoir aussi, tout doyen peut représenter le recteur de l'université et le doyen vient de parler au nom du recteur aussi. Nous passons la parole aussi alors à celui qui préside cette cérémonie académique, le doyen Diao Diouf, pour passer à la présentation des communications qui porteront peut-être sur, je le dis peut-être, mais c'est certain, sur les mélanges à l'honneur du professeur Isaac Yankouba Ndiaye. Monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, représentant monsieur le recteur, monsieur le ministre conseiller juridique
du Président de la République, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, Monsieur le Secrétaire général du ministère de l'économie numérique, Monsieur le Secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le recteur Abdou Salam Sall, Messieurs les doyens, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Comme le disait tout à l'heure Monsieur le doyen Alassane Kanté, celui que nous honorons aujourd'hui est un universitaire dans l'âme. Même s'il a eu à exercer d'autres fonctions en dehors de l'université, il a toujours servi le monde universitaire. Ainsi, la preuve à ceux qui étaient habités par le doute en ce qui concerne le devenir du monde universitaire, qu'il y a encore des raisons de croire en elle dans nos universités, malgré l'image peu reluisante des enseignants à laquelle renvoyait, il est vrai sous d'autres cieux, ce terrible constat. Je cite: trop de juristes universitaires doutent de leur mission et de leur métier, ont perdu confiance dans l'avenir et ne trouvent pas à l'université les satisfactions de toute nature qu'ils en attendent et qui vont les chercher ailleurs. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, les illustres enseignants avec lesquels le doyen Isaac Yankhoba Ndiaye a eu les mêmes trajectoires et les disciples du doyen Isaac Yankhoba Ndiaye ont pris l'heureuse initiative de lui dédier des mélanges. Je voudrais profiter de cette tribune pour les remercier. La liste est très longue, mais vous me permettrez de les citer. Il s'agit de M. Mokhtar Adamou du Bénin, de M. Bernard Ano Adouko de Côte d'Ivoire, de Mme Clotaire Agossou du Bénin, de M. Diali Gueba du Sénégal, de M. Mamadou Badji du Sénégal, de M. Patrice Samuel Aristide Badji du Sénégal, de M. Yaye Bodian du Sénégal, de Mme Fatou Kiné Camara du Sénégal, de M. Jean-Louis Correa du Sénégal, de M. Éric Dewedi du Bénin, de Mme Ndeye Sophie Diagne du Sénégal, de M. Thomas Diatta du Sénégal, de M. El Hadj Ibrahima Diop du Sénégal, de M. El Hadj Omar Diop du Sénégal, de M. Abdoul Aziz Diouf du Sénégal, de Mme Melina Douchi Oudo de la France, de M. Papata Lafal du Sénégal, de M. Gilbert Gouma Faye du Sénégal, de M. Malik Faye du Sénégal, de M. Roger Sofogno du Cameroun, de M. Laurent Gamé de la France, de M. Massamba Gaye du Sénégal, de M. Patrick Lowe Nientedem du Cameroun, de M. Brahima Kamena du Mali, de M. Demba Kandji du Sénégal, de M. Mayate Ndiaye Mbaye du Sénégal, de M. Amadou Tidiane Ndiaye du Sénégal, de M. Cheikh Abdou Wahab Ndiaye du Sénégal, de M. El Hadj Samba Ndiaye du Sénégal, de M. Ahmed Ndiaye du Sénégal,
de Madame Ndeye Koumba Madeleine Ndiaye du Sénégal, de Monsieur Sidi Alpha Ndiaye du Sénégal, de Madame Sylvie Ngamale Duiko du Cameroun, de Monsieur Mbissane Ngom du Sénégal, de Monsieur Babacar Niang du Sénégal, de Monsieur Mohamed Bachir Niang du Sénégal, de Monsieur Yacouba Sidibé du Sénégal, de Monsieur Alec Kenmoye Simo du Cameroun, de Monsieur Seydina Issa Sow du Sénégal, de Monsieur Moussa Thioy de la France et du Sénégal, de Monsieur Papa Hassan Touré du Sénégal. Mesdames, Messieurs, nous avons demandé à certains contributeurs à ces mélanges de venir présenter leur communication pour vous donner une idée de la richesse des contributions qui ont été faites par les uns et les autres. Nous avons sélectionné une dizaine d'intervenants et je vais demander sans tarder à monsieur le professeur Moussa Thioy de venir nous présenter sa contribution. Professeur, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Je commencerai par 3 mots. Le mot saveur d'abord, le mot bonheur ensuite et le mot honneur. Honneur d'être aujourd'hui parmi vous. Je suis très ému. Je ne suis pas un produit de l'Université de Dakar, mais si j'ai connu l'Université de Dakar et la faculté de droit en particulier, c'est grâce à 2 hommes en particulier qui sont ici, à la chaire. Je suis sénégalais, comme vous le voyez, et comme vous l'entendez, mais je suis de formation toulousaine, et quand on m'a parlé des mélanges Isaac et Jean Krobandiaï, je me suis dit que c'était l'occasion de revenir à Dakar, malgré la pandémie. Ça a été très compliqué. Monsieur le doyen, Montesquieu disait « Je me sens le cœur ingrat, parce cela seul que la reconnaissance est un devoir. » Je me sens le cœur ingrat, parce cela seul que la reconnaissance est un devoir. J'aurais aimé que cette reconnaissance ne fût pas et ne soit pas un devoir pour pouvoir être totalement reconnaissant. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, professionnellement, personnellement. Mais comme c'est la partie scientifique, je suis intervenu sur un thème cher aux doyens, sur une discipline chère aux doyens, le droit des obligations, la colonne vertébrale du droit privé. Cette matière, une matière qui nous occupe, qui nous préoccupe, et une matière qui peut-être même aujourd'hui pourrait nous occuper, la force majeure a failli empêcher la tenue de cette cérémonie. Mais la force majeure, heureusement, l'impossibilité, l'irrésistibilité étant souvent temporaire, il arrive que ce caractère temporaire saute et cela permet aux choses de redevenir possibles. Et c'est ce qui permet à cette cérémonie d'exister et c'est ce qui me permet d'en parler en quelques mots. Je suis intervenu sur le thème de la force majeure en essayant de faire une comparaison entre la France et le Sénégal. L'Afrique en général et la France sont considérés comme liés par le nombril. C'est une formule de Léopold Sédar Senghor. Et en revenant ici à Dakar, je me suis dit, il fallait, tout en montrant mon affection aux doyens, le titiller un peu, si vous me permettez l'expression, parce que les mélanges portent sur la quête de l'authenticité du droit africain, mais de France, j'ai souvent tendance à dire qu'il y a une solidarité, une communauté idéologique entre la France et le Sénégal. Et en regardant ce qui se passe sur le thème de la force majeure, j'ai remarqué une similitude. Une similitude pas absolue, heureusement qu'il y a quelques différences. Et cette similitude, on la retrouve sur 2 aspects. L'aspect d'abord notionnel, l'aspect conceptuel et l'aspect fonctionnel. L'aspect notionnel, force majeure. Nous sommes tous d'accord que la force majeure, pour le juriste, c'est cet événement toujours irrésistible, toujours imprévisible, parfois, voire souvent extérieur, mais une notion qu'on a tendance parfois à mettre en concurrence avec d'autres. Le cas fortuit, la cause étrangère. Et j'ai essayé de rappeler qu'au Sénégal, comme en France, nous avons ces notions qui sont en concurrence, mais il y a une unité conceptuelle. Donc malgré la diversité des notions, une unité conceptuelle. Et quel est le concept? Le concept, c'est le concept d'impossibilité. Tout le monde connaît l'expression, tout le monde connaît l'aphorisme. À l'impossible, nul n'est tenu.
Il arrive parfois qu'à l'impossible, on soit tenu. D'ailleurs, on appelle cela l'obligation de garantie en droit des obligations. Mais quand on a dit qu'à l'impossible, il n'est tenu, et que le concept il est unique, il y a une diversité de caractères. Et généralement, il y a 3 caractères. Et il y a toujours 3 caractères au Sénégal. En France, cela a été plus évolutif. Aujourd'hui, on en a 2 principalement, même s'il y a une époque où il y en a eu 3. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie de présenter dans les mélanges cette évolution en rappelant le caractère toujours constant, qui est le caractère de l'irrésistibilité. Il y a aussi le caractère de l'imprévisibilité et enfin le caractère de l'extériorité. Mais le caractère de l'extériorité pose quelques difficultés, car si on devait exiger l'extériorité pour caractériser la force majeure, il serait toujours difficile, voire impossible, face à la maladie du débiteur ou face à la grève d'une entreprise, de retenir la force majeure. Donc voilà le premier point sur lequel j'ai insisté, l'aspect conceptuel et l'aspect notionnel. Mais il y a aussi et surtout l'aspect fonctionnel, car la force majeure n'est pas une notion pour philosopher, c'est une notion pour faire face à une difficulté qui est même une impossibilité. Il faut de la compréhension, il faut de l'indulgence. Le débiteur ou l'auteur d'un délit civil, quel que soit le type de délit civil, que ce soit un délit subjectif ou objectif, mérite compréhension et mérite même absolution. Et c'est la raison pour laquelle on dit qu'à l'impossible nul n'est tenu, mais une fois qu'on a dit cela, on n'a pas tout résolu. Parce que comme vous le savez, en droit, il y a toujours l'accessoire et le principal, de la même manière qu'à chaque fois qu'il y a une locomotive, il y a les wagons. L'accessoire suit le principal, mais l'accessoire n'est pas forcément secondaire, l'accessoire peut être très important. Raison pour laquelle j'ai voulu présenter d'abord les conséquences que je qualifie de conséquences principales. Les conséquences immédiates de la force majeure qui est la libération du débiteur. Mais on a oublié que le débiteur libéré, si c'est un contrat synalagmatique, un contrat bilatéral, se pose la question de la libération de son co-contractant, qui est son créancier, mais qui est aussi son débiteur. Et c'est la raison pour laquelle il y a des conséquences accessoires, des conséquences dites médiates. Et cela pose d'autres difficultés sur lesquelles je n'entrerai pas aujourd'hui pour des raisons de temps, mais j'aimerais conclure rapidement en vous disant que, en participant à ces mélanges, ici à Dakar, lors de cette cérémonie, en revenant encore une fois dans cette université qui n'a pas été la mienne en termes d'études, mais qui est restée aussi avec Saint-Louis, mon université de cœur, j'aimerais vous dire à quel point je suis heureux d'y avoir participé. Et monsieur le doyen, cher ami, il y a une formule du poète libanais Khalil Gibran qui dit que le meilleur de vous-même soit pour votre ami. J'espère que le meilleur de moi est et restera pour vous et pour toi. Merci à tous. Vous aurez bien voulu nous parler des constances de la force majeure dans le code civil des Français. Et j'aimerais bien que nos deux collègues retiennent bien l'expression, le code civil des Français. Le code civil des Français, ce n'est pas notre code civil, le droit français, c'est un droit étranger. Merci beaucoup, monsieur le professeur, de nous avoir appelé. J'appelle à la tribune maintenant notre collègue, madame le professeur Fatou Kiné Camara. Bonjour, cher doyen, Alassane Kanté, Ndiaye Diouf, Jacob. Après vous avoir toutes et tous salués en vos noms, titres et qualités, permettez que mes remerciements aillent en premier aux membres du comité scientifique qui me font le grand honneur et la grande joie d'avoir accès à ce micro, en me donnant ainsi l'opportunité de dire merci au doyen Issa Yankhoba Ndiaye devant sa famille, ses amis et nous toutes et tous ses collègues qui n'avons pour lui qu'admiration, amitié, respect. Doyen Jacob, merci pour ce que vous êtes, pour ce que vous incarnez, l'excellence dans le savoir et dans le savoir-être. Merci également à votre famille, car on n'incarne pas ces qualités par hasard, mais par celles et ceux qui nous ont encadrés, aimés, accompagnés depuis l'enfance. Donc merci à vous aussi.
La présidente de l'Association des juristes sénégalaises, Mme Abidjan, voulait être là aussi pour présenter ses remerciements au nom de toute l'association, mais en ce moment même, elle préside une cérémonie d'hommage à une de nos membres disparus, la présidente d'honneur Marie-Delphine Diane, paix à son âme. Je veux maintenant citer le président Senghor, lorsqu'il s'adressait à la Cour suprême du Sénégal lors de la cérémonie d'installation de cette Cour suprême en novembre 1960. Messieurs, votre haute assemblée doit développer le sens de l'État et donner à toute la population confiance en la justice de l'État sénégalais. Je n'attends pas de vous que vous cherchiez à plaire au président de la République et au gouvernement, mais que vous nous disiez le droit et la bonne administration. C'est au demeurant en disant le droit que vous nous plairez, car vous aurez ainsi consolidé notre jeune État qui est désormais notre raison ultime de vivre. Messieurs, le Sénégal compte sur sa Cour suprême. J'ai cité le président Senghor. Mesdames et messieurs, qu'avons-nous fait de notre Cour suprême? Dans l'ordre protocolaire, le premier président de la Cour suprême est au 7e rang. Le pouvoir exécutif n'a qu'un seul chef, le président de la République, élu au suffrage universel. Le pouvoir législatif a un seul chef, le président de l'Assemblée nationale, élu par ses pairs. Le pouvoir judiciaire a au moins 3 chefs, tous choisis et nommés par le président de la République. Mesdames et messieurs, comment en sommes-nous arrivés là? C'est ce que j'explique dans l'article que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui. Cheikh Anta Diop a écrit: les intellectuels doivent étudier le passé, non pour s'y complaire, mais pour y puiser des leçons. J'ai intitulé mon article « La Cour suprême du Sénégal, leçon d'un faux départ ». Parce qu'au départ, c'est-à-dire à l'indépendance, le président Senghor, peut-être les juristes qui l'ont conseillé, a fait le choix délibéré de tourner le dos à la Cour suprême africaine. La Cour suprême du Sénégal s'est dotée, dès l'entame, du personnel et de l'organisation nécessaires. Mais ce faux départ dont je vais parler, le fait de tourner le dos à la Cour suprême africaine, elle en a pâti, notre Cour suprême. Parce que son existence n'a pas empêché la création de la Haute Cour de justice, une cour hautement politique. Et c'est cette faille-là qui a permis aux chefs de l'État successifs d'accroître chaque fois un peu plus leur mainmise sur l'institution judiciaire. Mais en plus, dès le départ, c'est sur le modèle français, c'est le modèle français qui a permis à l'exécutif de mettre la main sur le Conseil supérieur de la magistrature et sur le parquet, 2 organes essentiels à l'indépendance et à l'impartialité de la justice. Donc j'ai commencé dans mon article par présenter la Cour suprême, pilier de l'état de droit. Et j'explique que c'est une création africaine. Mais une création africaine à laquelle le président Senghor tourne résolument le dos, pour 2 raisons. D'abord, l'étendue de ses compétences, ensuite, le mode de désignation de ses membres. C'est en effet une Cour suprême aux compétences étendues. Dans l'Empire des Pharaons, cette Cour suprême s'appelle, je vais d'abord vocaliser comme le font de manière conventionnelle les égyptologues occidentaux, puis je dirai comment la vocaliser à l'africaine. Het Wuret Su. C'est la haute cour des 6, c'est-à-dire la haute cour des 6 chambres. Dans l'Empire, dans le royaume du Kadior, elle s'appelle Wareo. Dans le royaume du Waalo, elle s'appelle Semb Atbawor. Ses compétences étaient celles d'un conseil d'État, d'une haute cour de justice, d'une cour de cassation, d'une cour constitutionnelle et d'une cour des comptes. Je cite le spécialiste incontesté des institutions égyptiennes, Jacques Pirenne. La cour des 6, placée sous la présidence directe du vizir, que l'on appelait Tchati, étend son autorité judiciaire sur tous les tribunaux du pays, puisqu'elle est compétente pour connaître de tous les jugements. Et ce Tchati, nous dit toujours Jacques Pirenne, Diaraf du Mag en Wolof, il est président de la Cour suprême, il est chef du gouvernement, c'est-à-dire Premier ministre, et il est chef de l'administration, y compris l'administration judiciaire.
Il est possible de concevoir, doter au président de la Cour suprême sénégalaise la fonction de chef de gouvernement, du fait du principe de séparation des fonctions exécutives, législatives et judiciaires. Mais on ne comprend pas ce qui justifie que le premier président de la Cour suprême du Sénégal ne soit pas, à l'instar de ses devanciers, Tchati et Diaraf Douma, chef de l'administration judiciaire, c'est-à-dire les fonctions de ministre de la Justice. Une autre caractéristique de la Cour suprême nègre que le chantre de la négritude ne pouvait admettre, c'est le mode de désignation de ses membres. En effet, c'est un mode de désignation qui garantissait l'indépendance des membres de la Cour suprême. Je cite Diodore de Sicile. Il dit ceci à propos de la Cour suprême de l'Égypte ancienne. Ils, c'est-à-dire les Égyptiens, comme ils s'appelaient eux-mêmes, les Khemit ou Khemtiou, pour reprendre le titre du film du documentaire de Ousmane William Bey. Donc ils choisissaient donc les juges parmi les premiers habitants des villes les plus célèbres, Héliopolis, Thèbes et Memphis. Chacune de ces villes en fournissait 10. Ces 30 juges se réunissaient pour nommer entre eux le président. La ville à laquelle ce dernier appartenait envoyait un autre juge pour le remplacer. Donc 30 juges, 6 chambres, ils sont 5 juges par chambre, donc, puisque celui qui est le président doit être le président de toutes les chambres. Voilà pourquoi est-ce que dès qu'on en choisit un, parmi eux, pour être le président, la ville qu'il a envoyée en choisit un autre. Donc jusque-là, le pharaon n'a rien à y voir. C'est les premiers habitants dont on parle, Diodore de Sicile, évidemment, c'est les premiers occupants. Cela veut dire, et on l'a retrouvé dans les royaumes du Waalo et du Cayor, c'est le Laman, c'est le Boronduk. Donc il est clair qu'en République, il faut trouver d'autres critères de désignation garantissant l'indépendance, la compétence et la légitimité. C'est l'élection par les pairs. De cela aussi, il n'a pas été question pour la Cour suprême du Sénégal. On peut se demander pourquoi. C'est parce que la Cour suprême de l'Afrique impériale a été ce réel contre-pouvoir indispensable à l'existence d'un État de droit. Et si le président Senghor ne l'a pas cité ni prise comme modèle, c'est indécent. Et je le prouve dans mon article avec l'exemple justement de la Haute Cour de justice et de ce qu'a été le procès Mamadou Dia. L'insertion dans la constitution d'une Haute Cour de justice, alors qu'il est déjà prévu une Cour suprême, prouve par ailleurs, si besoin en était, que la rédaction d'une constitution sous la maîtrise totale du chef de l'État ne pourra jamais conduire à l'institution de réel contre-pouvoir. Pour paraphraser une expression de Jean-Paul Masseron, citée par le professeur Ismaël Madior Fall dans un de ses ouvrages, autant demander au loup de construire la bergerie. Pour citer exactement le professeur Ismaël Madior Fall, je cite, « Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est ainsi demandé à un pouvoir, l'exécutif, d'assurer l'indépendance d'un autre pouvoir, le judiciaire. C'est comme si, ainsi que le relève Jean-Paul Masseron, on demandait au loup de garder la bergerie. » Dans la troisième partie de l'article, j'explique comment est-ce que, dès le départ, l'indépendance de la Cour suprême est bafouée par le fait que l'exécutif se permet de se donner les postes de président et de vice-président du Conseil supérieur de la magistrature et se donne aussi le pouvoir de donner des injonctions, des instructions au parquet, c'est-à-dire aux magistrats. Mais je ne vais pas traiter de cela ici puisque c'est déjà fait largement dans l'article, mais surtout dans le débat public. Je vais plutôt insister sur la conclusion que j'ai voulu laisser à la jeunesse en citant une copie d'examen d'un de mes étudiants de Master 2 en recherche, histoire du droit et des institutions. Le sujet était le suivant à l'examen, promotion 2018-2019. En faisant le cours relatif aux institutions judiciaires de l'Afrique impériale, c'est-à-dire l'Afrique ancienne et précoloniale, ainsi que du fascicule du cours sur les institutions judiciaires depuis l'indépendance, rédiger des propositions de réforme pour le renforcement de l'indépendance et du prestige du pouvoir judiciaire au Sénégal. Chaque proposition doit être détaillée et documentée. Les propositions de cet étudiant ont été les suivantes. Premièrement, les chefs de juridiction sont tous élus par leur père magistrat. Deuxième proposition, le président de la plus haute juridiction est le chef du pouvoir judiciaire. Enfin, pour rendre son prestige à la justice, il faut une juridiction suprême forte,
Le nom de la juridiction n'est pas tellement important. L'essentiel est qu'elle doit regrouper la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, une haute Cour de justice, le Conseil d'État. Toutes les hautes juridictions du Sénégal, à l'image de la Cour suprême négro-africaine. Moi, je rajouterais qu'on lui rende sa compétence de juge de cassation en matière de droit des affaires, nonobstant l'existence de la Cour commune de justice et d'arbitrage de Loire. Je vous remercie de votre aimable attention. Allez à M. le professeur de bien pouvoir nous présenter sa contribution. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Monsieur le président de séance, messieurs les doyens, mesdames et messieurs en vos titres, grades et qualités, je voudrais à l'entame de mon propos exprimer encore une fois au professeur Isaac Yankhoba Ndiaye toute ma reconnaissance et toute ma gratitude et toute mon admiration pour l'universitaire accompli qu'il est. J'ai rencontré le professeur Isaac Yankhoba Ndiaye il y a 25 ans à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où il venait dispenser des enseignements en compagnie du professeur Ndiaw Diouf d'ailleurs. Et depuis lors, nous avons gardé le contact jusqu'à ce que je sois devenu un de ses collègues. Il m'a beaucoup accompagné et je voudrais donc vraiment lui exprimer toute ma reconnaissance. Cette reconnaissance, je l'exprime en mon nom propre, mais également au nom de l'ensemble des étudiants qu'il a eu à former à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Excusez-moi, pour les caméras, vous pouvez enlever? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Donc, merci professeur. Alors, justement, en expression de cette reconnaissance et de cette admiration, j'ai tenu à produire une réflexion qui soit dans le champ de sa passion du droit civil. Et donc j'ai produit une réflexion sur la jurisprudence civile sénégalaise en quête d'identité. Mais au-delà de cet intitulé, c'est plutôt une réflexion sur les sources du droit, une réflexion sur les dialogues entre le juge, la doctrine et la loi, pour essayer de voir s'il était possible dans l'édification d'un droit civil sénégalais, quelle était la contribution du juge et est-ce que cette contribution permettait de mettre en évidence une identité propre, une ipséité du juge sénégalais. Et donc, à cette question, nous avons essayé de mettre en évidence, en termes de réponse, la difficulté à justement faire émerger cette identité. Nous avons estimé que c'était une quête difficile. Difficile pour deux raisons. La première raison, c'est que du point de vue de la loi, le dialogue que le juge a avec la loi, c'est que nous avons une loi largement importée, inspirée d'ailleurs. Et donc cette extériorité de la source d'inspiration avait pour conséquence de rendre difficile l'adaptation des solutions concrètes que le juge appliquait dans le cadre des litiges qui lui étaient confiés. Mais au-delà de cette extériorité de la source d'inspiration de la loi, il y a aussi l'absence ou la faiblesse du dialogue que le juge noue avec la doctrine, avec les universitaires que nous sommes fondamentalement. Jean Carbonnier a présenté la doctrine comme étant non pas une source du droit, mais une autorité. Et de ce point de vue-là, il faut envisager les modalités, les mécanismes par lesquels la doctrine peut mettre en évidence, mettre en exergue cette autorité. Fondamentalement, il y en a deux. C'est la critique, c'est la prospective. La critique par l'analyse des décisions de justice, leurs commentaires. La prospective par la possibilité de réfléchir aux solutions qui peuvent découler des lois qui existent ou alors à la proposition de solutions pour des champs pour lesquels il n'y a pas de solution dans la législation. Malheureusement, le constat que nous avons fait, que j'ai personnellement fait, c'est la faiblesse de leur contribution en termes de commentaires, en termes d'analyse des décisions de justice. Et le plus souvent, pour alimenter nos réflexions, nous nous fondons sur les décisions qui ont été rendues par des juridictions extérieures, notamment françaises. Mais il reste qu'il y a des
de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans la jeune génération de juristes et d'universitaires sénégalais, il y a une contribution, il y a des ouvrages qui sont produits et il y a des recueils de jurisprudence qui sont justement édifiés. Et donc, de ce point de vue-là, on peut avoir de l'espoir pour que justement cette quête soit un jour couronnée de succès. Mais bien évidemment, il faut tempérer cet optimisme-là. Nous le tempérons en envisageant tout simplement la réduction du champ dans lequel peut s'exercer cette quête. En effet, fondamentalement, le contentieux civil que nous avons au Sénégal, c'est un contentieux lié à la famille, c'est un contentieux de droit patrimonial de la famille, et de ce point de vue-là, il est parfois très difficile de s'éloigner des décisions ou des solutions qui ont été proposées par le législateur sénégalais. Mais il reste qu'il y a des possibilités, et je voudrais justement lire quelques éléments donc, de conclusion justement de cette contribution. Éléments de conclusion qui mettent en évidence la nécessité d'inciter le juge à s'émanciper de la loi, à s'émanciper de la lettre de la loi pour privilégier son esprit et retourner au sens premier du droit et de la justice. Envisager la jurisprudence telle qu'elle devrait être, à savoir l'expression du droit comme art de rendre le juste, comme moyen de médiation des rapports sociaux. Et justement, Philippe Gestas disait avec justesse, je le cite, une société qui n'instituerait aucun tribunal n'aurait pas de droit, fût-elle pourvue d'une législation qui occupa plusieurs mètres cubes. Je vous remercie. Doyen professeur Isaac Yankhoba, cher maître, j'aimerais remercier les organisateurs de cette cérémonie de m'avoir convié d'abord au mélange et ensuite de me faire le privilège de venir partager avec vous une passion qui m'est venue aussi grâce à la fréquentation que j'ai eue sur le tard du doyen Isaac Yankhoba. N'ayant pas été étudiant de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ayant fait mes humanités avec le professeur Wissam Ngom à Gaston-Berger, j'ai eu la chance, après avoir débuté ma carrière à l'université Assane Seck, de côtoyer le doyen Jacob Ndiaye, et je le dis souvent, ce que je retiens de lui, c'est l'accompagnement qu'il a eu à faire lorsque nous devions nous présenter au concours d'agrégation. Et je me souviens souvent de lorsqu'à Lomé, durant cette leçon d'agrégation décisive, et à chaque fois que nous étions en train de flancher, le doyen était juste assis à côté de nous avec une chemise blanche. Et à chaque fois que j'apercevais la chemise blanche du doyen, je me disais, je n'ai pas le droit de rentrer au Sénégal sans l'agrégation parce que le doyen est juste à côté de nous. Et il nous a donné ce courage-là, il nous a donné cette force-là, sans distinction aucune entre l'université d'origine des différents candidats au concours. Et pour tout cela, doyen, nous vous disons merci de nous avoir paternés pour nous envoyer au concours et nous y avoir soutenus. J'ai, dans les mélanges, entrepris de faire cette présentation qui porte sur l'épistémologie des catégories contractuelles du COCC. Il y a beaucoup d'idées et parfois des idées reçues sur le COCC. Beaucoup d'idées. Je vais citer ici mon ami qui m'a précédé ici, le professeur Moussa Thioye, qui a eu à faire un texte intéressant dans un ouvrage que nous partageons avec le doyen Isaac Yankhoba et mon collègue Abdoulaziz Diouf, qui disait un peu que le COCC était le Code civil des Français sous les tropiques. Mais également, mon collègue ami, le professeur Pape Talafal, disait que le COCC, avec l'OADA et beaucoup d'autres textes, méritait peut-être un chant de requiem, parce qu'il était passé le temps du COCC. Plus généralement, le COCC est un texte qui est également accusé de singer son illustré prédécesseur, comme le rappelait tout à l'heure le doyen Diouf, son prédécesseur et son inspirateur, le Code civil des Français de 1804. Même lorsqu'il se veut avant-gardiste,
il est souvent accusé de ne pas avoir conscience de son avant-gardisme, si ce n'est tout simplement cet avant-gardisme qui lui est nié. Ici, je peux parler des articles 258, 527 du COCC. Notre entreprise, donc, dans cette contribution au mélange, était de bâtir une nouvelle théorie par une étude critique des postulats, des méthodes et des connaissances en repensant le pensée. Et nous nous sommes posé beaucoup de questions. Nous avons constaté que certains choix avaient une rationalité qui intriguait. Il en est ainsi de la réglementation des avant-contrats avec une assimilation du pacte de préférence à la promesse de contrat, article 320. Il en est de même également de la réglementation de certains avant-contrats. Si on met en œuvre cette épistémologie, on va revenir rapidement sur les catégories des contrats spéciaux du COCC. Le COCC, dans sa deuxième partie, classe les contrats spéciaux en 3 catégories. Nous avons d'abord les contrats transactifs de propriété, les contrats uniquement générateurs d'une obligation de faire et les contrats qui sont relatifs à la remise d'une chose. Ces contrats spéciaux sont donc au nombre de 9. Nous avons 9 contrats spéciaux dans le COCC. La première catégorie, donc, ce sont les contrats qui sont des contrats translatifs de propriété. Nous avons la vente, la datation en paiement et l'échange. La deuxième catégorie, ce sont les contrats uniquement générateurs d'une obligation de faire. Nous avons le contrat d'entreprise, le contrat d'hôtellerie et le mandat. Et nous avons la troisième catégorie, ce sont les contrats relatifs à la remise d'une chose. Et dans cette catégorie, nous avons le dépôt, le prêt et le louage. Les constats. La classification de ces contrats est organisée dans ces catégories selon la nature de l'obligation essentielle générée par chacun de ces contrats rangés dans la catégorie. Maintenant, le cas pour les contrats transactifs de propriété, c'est l'obligation de donner. Tous les contrats génèrent une obligation de donner. Pour les contrats uniquement générateurs d'une obligation de faire, c'est une obligation de faire. Et pour la troisième et dernière catégorie, on s'interroge de savoir est-ce qu'il s'agit d'une obligation de donner, obligation de faire ou d'un contrat réel ou tout simplement la remise de la chose. Dès lors, certaines classifications opérées par le texte obligationnel sont des classifications que nous avons jugées cohérentes, d'autres le sont un peu moins, d'où ce que nous avons constaté, une certaine relativité de la classification. D'abord, si nous prenons les catégories que nous estimons être des catégories cohérentes, il y a d'abord les contrats qui sont transactifs de propriété et les contrats qui sont uniquement générateurs d'une obligation de faire. Voilà comment nous avons, dans les mélanges, présenté les choses avec une approche par moment un peu quantitative, en essayant de montrer quel était le poids de chaque contrat dans la catégorie et en essayant de voir est-ce que ce poids quantitatif correspondait à un poids qualitatif en termes de valeur et d'importance dans le marché. Est-ce que la part qualitative que le législateur réserve à un contrat et la part réelle sur le marché d'utilisation et de recours à ce contrat. Nous avons constaté pour les contrats transactifs de propriété que la vente occupait plus de presque 90% de la réglementation, là où certains contrats devenus très importants actuellement, tels que le contrat d'échange, il leur est réservé la portion congrue. Il y a également le cas des contrats qui sont uniquement générateurs d'une obligation de faire, avec dans cette partie-là une grande partie qui est réservée au contrat d'entreprise, alors que l'on sait que le contrat d'entreprise, dans sa partie pratique, et dans d'autres codes, notamment le code de la construction, etc. Donc, il y a ici également ces diagrammes circulaires pour montrer un peu la part qu'occupent ces différents contrats. Ensuite, au-delà du constat de cohérence, il y a une absence d'une théorie générale de la représentation dans le COCC. C'est le cas dans beaucoup de pays dans le monde. En dehors du mandat, il n'y a aucune théorie générale sur la représentation. De nombreuses figures sont totalement obsolètes. C'est le cas du contrat d'hôtellerie, le cas du contrat d'entreprise, comme je disais tout à l'heure. Des contrats spéciaux sont devenus une technologie primaire, la vente. La vente est devenue très spéciale en fonction de l'objet vendu, d'où le constat de l'existence d'une partie très générale dans la partie dite spéciale. Il y a également des figures qui sont mésestimées, surtout à l'époque à laquelle nous sommes rendus avec le contrat d'échange. L'échange est trait à une portion congrue. Au-delà, donc, voilà, les catégories qui maintenant manifestent une certaine cohérence, c'est les contrats qui sont relatifs à la remise d'une chose.
avec une grande part qui est réservée au contrat de louage qui occupe 46% de la réglementation de ces types de contrats. Les constats, ici, ce qu'on peut dire, c'est que tous les contrats ont un objet commun, ils portent tous sur la remise de la chose. Donc dans cette catégorie, tous les contrats portent sur la remise de la chose. On aurait pu faire le débat contrat réel, etc., mais le législateur a dit contrat relatif à la remise d'une chose, ne sont pas des contrats réels exactement comme en droit français. La remise de la chose ne joue ici que pas tout le temps le rôle de formation de la chose. Le contrat de prêt, au terme de l'article 527 COCC alinéa 1er, reste et demeure un contrat consensuel. Donc, en droit sénégalais, le contrat de prêt reste un contrat consensuel si on s'en tient à l'article 527. Dès lors, on comprend le choix du législateur de nommer cette catégorie contrat relatif à la remise d'une chose et non contrat réel, le prêt en droit sénégalais se formant par l'échange des consentements entre les parties et non à la remise de la chose prêtée. Les avant-contrats, autre catégorie de cette partie, on constate une diversité et une contrariété des règles en la matière. Dans la réglementation des avant-contrats, dans l'article que nous avons fait pour le doyen Jacob, cela conduit à faire un état des lieux des avant-contrats et ensuite un état des liens des avant-contrats. D'abord l'état des lieux. On a dans le COCC les promesses unilatérales synallagmatiques, le pacte de préférence, le droit de préemption. Les articles 318 et 320, mais surtout l'article 83 qui porte sur ces éléments. L'article 83 est assez méconnu et il dit que celui qui s'engage à conclure un contrat est lié par sa promesse. Donc, la promesse en droit sénégalais crée un lien et qui dit lien dit obligation. Ensuite, l'état des liens. Le législateur ne fait pas la différence entre le pacte de préférence et les promesses. Il soumet le premier aux règles qui organisent les secondes, créant une confusion qui est préjudiciable entre promesse unilatérale et promesse synallagmatique. 320 semble consacrer la possibilité pour le promettant, dans le cadre d'un pacte de préférence, de conclure avec un tiers, malgré l'existence de ce pacte. Mais si le pacte est soumis aux règles sur les promesses, peut-être devrait-on appliquer l'article 326 sur la violation de la promesse. 320 donc pose le débat de savoir est-ce que c'est une obligation ou une incombence. Pour conclure, les classifications contractuelles sont des classifications relatives. En fonction des pays, vous allez voir un contrat qui est classé ici, qui dans un autre pays est classé dans une autre catégorie. Donc ce sont des classifications qui sont tout à fait relatives. Elles dépendent d'options de politique juridique qui ne sont pas forcément objectives. Les mêmes contrats peuvent être donc classés dans des catégories différentes en faisant du droit comparable. Certains contrats qui sont dits spéciaux sont largement devenus des contrats généraux entre guillemets. Je veux citer ici la vente, le mandat, le contrat d'entreprise, etc. Tout ceci donc appelle une impérieuse nécessité d'une action sur un texte qui est devenu 50 ans. Monsieur le doyen, je vous remercie de votre attention. Bonjour. Monsieur le recteur, représenté ici par le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, monsieur le ministre, monsieur le président des institutions, monsieur le doyen, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités selon l'expression consacrée. Vous me permettrez d'abord d'emprunter une formule propre à nos amis historiens qui, qualifiant la magistrature dans la société grecque, utilisent la formule « grand est un grand dont les grands s'honorent ». Fin de citation. Monsieur le doyen Jacob, vous êtes un grand au sens wolof du terme, vous êtes un grand au sens scientifique du terme, et vous êtes un grand qui m'a beaucoup inspiré. Et c'est cette grandeur-là qui manifeste aujourd'hui ma présence ici. Je vous ai rencontré à Bordeaux alors que je venais de terminer ma thèse de doctorat. Nous avons dîné ensemble chez un ami Mbaye Keberniaï. Et à la suite de la discussion, j'ai senti un homme très ouvert vers qui je n'hésitais pas à aller toutes les fois que j'avais des difficultés et de discuter beaucoup avec lui. Et lorsque je suis rentré au Sénégal, dans un contexte particulier, vous étiez membre du Conseil constitutionnel. C'est à une époque où le Conseil a été violemment attaqué, mais toutes les critiques, fondées ou non fondées, que moi j'avais à formuler,
je l'adressais au doyen Isalia Kobonia. Il se prêtait à ce jeu et il répondait toujours aux critiques. Et je me plaisais aussi à lui dire souvent que c'est un privatiste qui est entré au Conseil constitutionnel par effraction. Il rigolait et il répondait toujours à travers des actes qui font qu'aujourd'hui, s'il y a un étudiant qui me consulte pour avoir des orientations sur la justice constitutionnelle au Sénégal, la première chose que moi je ferai, c'est de lui renvoyer auprès des travaux du professeur Jacob sur l'exception d'inconstitutionnalité en France au Sénégal, sur l'accès du citoyen au Conseil constitutionnel, mais également de faire attention à l'art de mal légiférer. Monsieur le doyen, moi j'ai été directeur des études de l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Il a été quelqu'un qui a beaucoup répondu à mes préoccupations. Et au jour, pour vouloir continuer la provocation, je l'ai invité à animer une conférence intitulée « Les juges constitutionnels fait-il l'élection en Afrique ?» Il n'a pas hésité, il a accepté. Mais je le sentais mal à l'aise. Il est venu, il a répondu en 2 temps. Le juge ne fait pas l'élection, mais il peut pas faire l'élection. C'est dire à quel point que ce sont ces dialogues-là que j'ai essayé de poursuivre dans la contribution intitulée « Les développements récents de la justice constitutionnelle au Sénégal ». Développement récent, 2 éléments de contexte. Le premier, c'est qu'on a noté à un certain moment donné ce qu'on a pu appeler la réforme des institutions politiques en Afrique. C'est-à-dire au Sénégal en 2016, en Côte d'Ivoire en 2016, au Bénin en 2019, des réformes approfondies de la Constitution ont entraîné un certain nombre de polémiques. Et en même temps, au Sénégal, le vent de réforme a touché plusieurs secteurs du droit entre 2012 et 2019, notamment la réforme foncière, la réforme de l'enseignement supérieur, la réforme des industries extractives, mais également la transformation de la gestion publique de l'État à travers la création de l'OFNAC, la réforme des institutions à travers la création de la Commission nationale des réformes des institutions. Donc il fallait examiner ici, dans ce contexte-là, quel a été le rôle du juge constitutionnel pour accompagner ces réformes-là. Et dans ce contexte, 2 éléments avaient retenu notre attention. Nous avons examiné la jurisprudence et nous avons vu également comment la réforme a contribué dans une certaine mesure à approfondir la justice constitutionnelle au Sénégal. Et dans ce cadre-là, les développements ont été articulés autour de 2 points. Il s'agit de montrer d'une part qu'une jurisprudence ambiguë caractérise l'œuvre du juge constitutionnel dans cette petite période-là, et deuxièmement, il y a une timide rénovation statutaire. Jurisprudence ambiguë s'explique d'une part par certaines décisions rendues par le juge constitutionnel en matière de contrôle de constitutionnalité des lois. Il en a ainsi été la décision sur la CRI, la décision également sur l'affaire du Sénat. Ces différentes décisions ont montré dans une large mesure qu'il y a également des difficultés d'appréhender le raisonnement juridique promu par le Conseil constitutionnel dans ces décisions. Dans le même temps, les compétences du Conseil constitutionnel en matière consultative ont été élargies par la réforme, mais le Conseil a eu à rendre des avis controversés qui ont apporté du gain à moudre dans ce qu'on a pu appeler la controverse sur les avis et les décisions. Le deuxième aspect mettait l'accent sur la rénovation statutaire. Ici, la lecture de la réforme montre dans une large mesure qu'il y a eu un élargissement des autorités de saisine du Conseil constitutionnel avec 2 membres qui sont proposés par le président de l'Assemblée nationale. Il y a également une réforme tendant à renforcer l'assistance du Conseil constitutionnel par la désignation d'un certain nombre d'assistants. Et on a également renforcé les mécanismes de contrôle en permettant le contrôle de la loi organique, mais aussi l'extension progressive de l'exception d'inconstitutionnalité qui permet de le soulever au niveau de la Cour d'appel. Mais cette réforme-là a entraîné un certain nombre de limites. Dans ce cadre-là, quand on lit le projet des assises nationales qui propose une Cour constitutionnelle, quand on a une lecture également du programme de l'Union, on se rend compte qu'il y a eu des distances par rapport au contenu des différentes propositions qui ont été adoptées dans la réforme de 2016. Et ce que nous avons tiré, c'est que c'est une réforme qui s'inscrit dans la dynamique normale des réformes constitutionnelles sénégalaises, parce que depuis l'indépendance,
les différentes réformes ont visé à approfondir par point, par coup, la démocratie sénégalaise. Dans une période récente, on peut mentionner qu'en 1974, il y a eu une ouverture du multipartisme limité. En 1981, c'est du multipartisme intégral. En 1992, c'est un code consensuel, suivi d'une grande réforme, mais aussi et surtout la création de l'ONEL en 2016. En 1997, la création de l'ONEL. En 2005, il y a la Sénat. Et en 2016, il y a une réforme constitutionnelle. Donc à chaque cycle, il y a une réforme constitutionnelle tendant à approfondir un aspect. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons montré que dans une large mesure, les développements de la justice constitutionnelle s'inscrivent dans cette dynamique-là. Mais toutes ces réformes-là, ce sont des réformes cycliques et on se pose la question, à quand la réforme de la réforme? Pour terminer, pour citer Ampateba, nous disons que si merci est un petit mot qui exprime la gratitude et la reconnaissance, nous disons 1000 fois merci à l'ensemble des organisateurs, surtout au doyen Ndiaw Diouf et au comité scientifique, de nous avoir permis non seulement de participer à cet hommage-là, mais également de dire au doyen Jacob, nous nous honorons de faire partie de vos amis et nous vous remercions. Je vais maintenant demander à M. Malik Faye de dire votre présenter. Bonjour, monsieur le professeur Ndiaw Diouf, président de séance. Bonjour le doyen Alassane Kanté. Bonjour, cher dédicataire, le professeur Isaïen Kobeniaï. Monsieur le doyen, permettez-moi tout d'abord, avant de lire ma contribution au mélange, de remercier le comité scientifique qui m'a donné l'honneur et le plaisir de participer à ces mélanges, mais qui m'a donné aussi l'opportunité de dire un grand merci à un homme qui m'est cher, à un grand monsieur, je vais nommer le professeur Isaïen Kobeniaï. Isaïen Kobeniaï, j'avais des difficultés aujourd'hui ce matin pour témoigner de lui parce que je ne sais pas là où je vais commencer. Tantôt j'ai envie de mettre l'accent sur la contribution décisive qu'il a apportée dès mes premiers pas à l'université. Tantôt j'ai envie de mettre l'accent sur la qualité de grand frère. Mais en conclusion, je dis que Isaïen Kobeniaï, le professeur Isaïen Kobeniaï, reste un grand frère pour moi. Il a guidé mes premiers pas à l'université ici, Cheikh Anta Diop. C'est lui qui m'a orienté dans cette faculté en première année, qui m'a eu successivement en droit des obligations en deuxième année, en droit social en licence. Il m'a eu aussi en DIA de droit privé des obligations. Et enfin, il a été mon directeur de thèse que j'ai soutenu ici dans cette salle en 2014 sur le thème portant sur le droit douanier à l'épreuve du droit positif, réflexion sur le droit communautaire. Professeur Isaïen Kobeniaï, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci pour tout ce que vous avez fait pour l'université. Merci pour ce que vous faites tous les jours pour les étudiants. J'ai décidé de participer à cette cérémonie en choisissant un thème qui relève de mon domaine, le droit douanier. Et j'ai pris comme sujet la présence de l'avocat dans le règlement LUMO 1 de 2014, le règlement 05 de LUMO 2014 et les procédures douanières. J'ai essayé de voir comment le droit douanier devait-il être perçu devant la conquête majeure introduite par le règlement de l'UMO 1 avec l'exigence de la présence de l'avocat à l'entame des procédures douanières. L'intérêt de la question est fonction de la représentation que l'on se fait du droit douanier. C'est que le droit douanier regorge tant de spécificités qui interpellent des solutions classiques, convenues ou admises qu'il peut être et tentant de considérer qu'il pourrait échapper potentiellement à l'emprise du droit communautaire. Pour dissiper une telle inclinaison, il peut s'avérer judicieux de revenir sur la teneur et la substance du droit douanier. Ce dernier, en effet, se présente sous une physionomie particulière. Il a une philosophie qui lui est propre, à l'instar du droit fiscal. Il utilise des concepts que l'on ne retrouve pas toujours dans le droit commun. Et les agents de l'administration des douanes bénéficient de prérogatives assez semblables à celles des officiers de police judiciaire, tout en n'ayant pas cette qualité. Et bien souvent, il est consacré des pouvoirs quelque peu exorbitants qui leur sont reconnus.
Ce sont là autant de manifestations qui pourraient faire revendiquer une certaine autonomie du droit douanier. Si la question reste encore en suspense, elle n'emporte guère d'effet majeur pour le moment. Le droit douanier garde sa propre logique et ses méthodes tout en restant arrimé à l'ordonnancement juridique sénégalais. Les conflits entre le droit douanier et le droit commun peuvent se régler généralement par la règle d'interprétation qui voudrait que le spécial déroge à la loi générale. On peut considérer de ce point de vue que le droit douanier est un droit dérogatoire. Mais ici, en l'occurrence, le débat doit être posé autrement. Il ne s'agit point d'un conflit de normes, mais plutôt d'une question de conformité. Comment articuler le règlement 05-2014 sur la présence de l'avocat par rapport aux procédures douanières? La suprématie du droit communautaire ne peut en être aucunement contestée, mais il peut subsister des questions qui devraient cependant pouvoir être solutionnées. Le règlement 05 prévoit pour les personnes suspectées qu'ils ont le droit de se faire assister par un avocat dès l'interpellation. Certains ont pu estimer que cette exigence ne s'imposait pas à l'administration des douanes, qui pourtant opère des actes d'interpellation sans que ces agents aient la qualité d'officier de police judiciaire. La solution à retenir jure le contraire, dès l'instant que le même règlement, dans son article 3, précise que l'avocat peut représenter son client devant toutes les administrations. On peut d'ailleurs le retrouver en droit interne. Une autre question est relative à la garde à vue que le droit douanier semble ignorer, tout en admettant la retenue douanière, qui est une mesure administrative de maintien temporaire d'une personne sous la supervision de l'administration des douanes en cas de constatation en son encontre d'un flagrant délit. Donc, peut-on assimiler cette retenue à la garde à vue? Pouvoir la soumettre au même régime juridique, bien que le temps et les modalités d'exécution de celle-là soient indéterminés. La même solution s'est posée en droit français et a nécessité l'intervention positive du Conseil constitutionnel à la suite d'une question de priorité de constitutionnalité sur le fondement de la protection des libertés fondamentales, même pour les gardes à vue particulières telles que la retenue douanière. Ce sont des interrogations identiques que l'on retrouve dans le domaine des procès-verbaux de saisie et de procès-verbaux de constat, qui, je le rappelle, sont les deux modes normaux de constatation des infractions douanières. Le procès-verbal de saisie est utilisé en cas d'infraction flagrante et le procès-verbal de constat est utilisé en cas d'infraction non flagrante. Les causes de nullité des procès-verbaux des douanes ont été limitativement énumérées par la loi. L'on s'est posé la question de savoir, faudrait-il aujourd'hui ajouter à cette liste l'exigence de la présence de l'avocat? Il ne semble point nécessaire d'opérer une quelconque modification à notre sens de la loi douanière. Le règlement de l'UMOA étant d'application directe, se suffit à lui-même. Il faut en effet reconnaître que le renvoi opéré par le règlement de l'UMOA au droit national doit être apprécié par rapport à la globalité du droit national et non à la référence à une subdivision interne. Quant au procès-verbal de constat, il intervient en l'absence de flagrant délit et le Code des douanes reconnaît aux agents des douanes un véritable pouvoir d'enquête et d'interrogatoire, autant de pouvoirs qui s'apparentent à l'enquête préliminaire, sans qu'il puisse aboutir à une garde à vue, sauf en cas de connexité avec une infraction de droit commun. La prévalence du droit communautaire est ici décisive, comme d'ailleurs a eu le rappelé une décision récente du tribunal de Tamba. Finalement, il est donc possible de convenir que le droit communautaire reste indifférent aux spécificités du droit douanier, qui reste tenu de s'y conformer. En tout état de cause, la protection effective des droits et libertés fondamentaux est à ce prix. Pour une fois au moins, on pourra certainement estimer que admettre que le droit douanier n'ira pas en contresens par rapport au droit communautaire. Le dédicataire de ces mélanges n'avait pas manqué hier de souligner avec virulence comment le droit douanier avait tendance à dénaturer les concepts et catégories bien établies, notamment dans le droit du cautionnement. Depuis, des efforts ont été enregistrés dans les récents dispositifs mis en place,
mais il subsiste ici et là quelques vestiges et errements. Avec le règlement de l'UMOA sur la présence de l'avocat, est appelé donc à faire bon ménage avec les procédures douanières, dans la mesure que pour les autres, c'est du moins ce que nous avons essayé, Monsieur le Président, de démontrer dans cette étude succincte que l'on s'est fort éloigné de la teneur des prestations auxquelles le doyen Isaac Yankoba Ndiaye nous avait habitués. Mais il était de notre devoir de ne pas rater ce rendez-vous de grande gratitude. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Bonjour, l'assistance. Merci beaucoup, monsieur le doyen Ndiaye Diouf. Merci aussi au doyen Isaac Yankoba Ndiaye qui nous réunit ici pour lui rendre un hommage mérité au regard de la carrière universitaire que nous tous nous connaissons, qui a été rappelée ici. Le doyen Ndiaye Diouf reviendra plus tard sur la présentation du doyen Isaac Yankoba Ndiaye et on sera tous encore plus édifiés par rapport à l'ampleur, bien entendu, de la carrière du doyen Isaac Yankoba Ndiaye. Alors, dans les mélanges, Isaac Yankoba Ndiaye, le doyen, j'ai voulu lui rendre hommage en prenant prétexte de sa spécialité qui était le droit du travail. C'est vrai qu'on a pu dire, ou il a pu dire, que le COCC ou le droit des obligations est son amour de tous les temps et son amour de toujours. Mais il me semble que son cœur aussi a battu la chamade pendant quelques temps pour le droit du travail, même s'il se définit pour le moment comme étant un travailleur inactif. Et il est vrai que sur ce chemin, il y a un jeune collègue qui voudrait le séparer définitivement du droit du travail pour l'orienter vers d'autres disciplines. Mais on verra, nous les spécialistes du droit du travail, à le maintenir quand même dans ce premier tableau qu'est le droit du travail. L'idée de mon article, qui porte sur l'élection en droit du travail, comme je l'ai dit, c'était pour prendre prétexte par rapport, bien entendu, à ces spécialités en droit du travail, parce que pour ceux qui peut-être ignorent, encore que je sais que beaucoup savent qu'il a eu à faire une thèse en droit du travail et l'agrégation, il a passé justement aussi en droit social, le droit du travail, le droit de la protection sociale. Mais on a pu rappeler aussi tout à l'heure que le doyen Isaac Yankoba Ndiaye a été le vice-président du Conseil constitutionnel. Et donc je voulais, à travers mon article, prendre prétexte sur ces 2 mois de sa carrière en tant que spécialiste du droit du travail et en tant qu'ancien vice-président du Conseil constitutionnel pour faire un article sur l'élection en droit du travail. L'entreprise est à l'image, bien entendu, de la société, s'y rencontre des pouvoirs ou s'y confronte des pouvoirs, des droits et des obligations. Et comme toute société aussi, il existe une communauté au sein de l'entreprise, la communauté des travailleurs, et la communauté des travailleurs doit désigner ses représentants. Et les travailleurs désignent leurs représentants par le biais de l'élection, qui est le mode le plus démocratique de désignation, bien entendu, de représentants. C'est pour cela que donc, je me suis intéressé à cette question, et dans un premier temps, j'ai essayé d'aborder l'élection des délégués du personnel. On sait qu'au sein de l'entreprise, ou plus exactement au sein de l'établissement, les salariés sont représentés par les délégués du personnel qui doivent veiller à ce que l'entreprise respecte la législation sociale. Et justement, ces délégués sont élus par leur pairs. Il était question alors de revenir sur les conditions de l'élection des délégués du personnel. Il faut savoir que, en ce qui concerne l'élection des délégués du personnel, et comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'entreprise étant à l'élément de la société politique, les règles qui gouvernent le droit électoral au sein de l'entreprise sont des règles qui sont calquées, bien entendu, sur le droit électoral dans les sociétés politiques. Et donc, on a beaucoup emprunté dans le cadre de nos études au droit constitutionnel, même si, bien entendu, on est dans le domaine du droit privé. À ce propos, il faut signaler que c'est simplement parce que le droit du travail aussi est à la croisée des chemins entre plusieurs disciplines. Et parmi ces disciplines, bien entendu, il y a des disciplines du droit public, le droit constitutionnel, mais aussi le droit administratif. Et ça n'étonne pas
qu'en matière d'élection des délégués du personnel, l'on puisse emprunter maintenant les règles par rapport au droit électoral que l'on connaît dans les sociétés politiques. Et donc, dans ce premier mouvement de notre réflexion, qui portait sur l'élection des délégués du personnel, on a révisité les conditions de l'élection des délégués du personnel. Et donc, on a déterminé le cadre de l'élection qui est l'établissement et non pas l'entreprise. En droit du travail, c'est vrai, très souvent on dit l'entreprise, mais il faut savoir qu'au regard des rapports collectifs de travail, très souvent, c'est l'établissement qui constitue le niveau de référence. Essentiellement, par exemple, pour élaborer le règlement intérieur applicable au sein de l'établissement, mais aussi pour l'élection des délégués du personnel. Il peut arriver maintenant qu'au sein de l'établissement, qu'il ne soit pas possible d'organiser l'élection des délégués du personnel, puisque l'élection est conditionnée à l'atteinte d'un seuil d'effectif. Ce seuil d'effectif, c'est plus de 10 travailleurs, et donc à partir de 11 travailleurs au sein de l'établissement, on doit organiser l'élection des délégués du personnel. Mais il peut arriver que l'établissement n'emploie pas plus de 10 travailleurs. En tenant compte de cela, les textes qui sont applicables ont prévu la possibilité d'organiser l'élection au sein de l'entreprise. Lorsque l'entreprise est établissement multiple et qu'aucun établissement n'atteint le seuil de plus de 10 travailleurs, lorsque ces établissements se trouvent dans le même rayon de 10 km, ou dans la même localité, il est possible, bien entendu, d'organiser l'élection au sein de l'entreprise et pour l'ensemble des établissements concernés. L'élection, c'est aussi un processus. Et le processus électoral, c'est à l'image, bien entendu, du processus électoral dans les sociétés politiques. Et donc, il y a des accords préélectoraux qui peuvent être passés entre le chef d'établissement, qui est l'organisateur de l'élection, et les représentants des travailleurs, qui sont les syndicats. Et donc, il peut y avoir des accords préélectoraux qui organisent, bien entendu, le processus électoral par rapport à un certain nombre d'éléments ou de conditions. Ensuite, l'on s'est intéressé aux modalités de l'élection. Et par rapport à l'élection, on a d'abord déterminé les conditions du scrutin, avec bien entendu des règles précises qui sont prévues par les textes et qui permettent du début à la fin de dérouler correctement le processus, le scrutin. Et donc, le chef d'établissement sera le président du bureau de vote, avec les mêmes pouvoirs que le président d'un bureau de vote lorsqu'il s'agit des élections politiques. Et donc, on a pu tirer, par exemple, dans le silence des textes applicables en droit du travail, des réponses dans le droit électoral, dans les sociétés politiques, pour compléter, bien entendu, les lacunes des textes qui sont applicables à la matière-ci. Ensuite, on s'est intéressé au potentiel de l'élection. Tout à l'heure, notre collègue, le professeur Elhadji Omar Diop, parlait, bien entendu, des juges constitutionnels. Parce que qui dit élection, dit contentieux électoral. Et en matière de droit du travail aussi, le contentieux du scrutin et de l'élection du délégué du personnel, c'est un contentieux qui est prévu. Et donc, dans le Code du travail, on donne la compétence au président du tribunal du travail. Ce qui, quand même, peut paraître paradoxal, puisque, en principe, le président du tribunal du travail, le tribunal du travail lui-même, n'est compétent que de manière générale pour les litiges individuels de travail. L'élection des délégués du personnel, ou plutôt l'institution des délégués du personnel, relève plus des rapports collectifs de travail que des rapports individuels. Et en ce qui concerne les rapports collectifs, le tribunal du travail n'est pas généralement compétent et normalement c'est le tribunal de grande instance qui devrait être compétent en tant que juge droit commun. Mais le choix a été fait par le législateur sénégalais et le pouvoir réglementaire ici, parce qu'il y a un texte d'application, le décret de 67 qui organise l'élection des délégués du personnel, pour confier le contentieux de l'élection au président du tribunal du travail, le contentieux électoral. C'est une compétence d'attribution donc qui lui a été donnée. Mais on se rend compte que, par exemple, sur la question de savoir est-ce que l'élection doit être tenue parce que le seuil est atteint, est-ce que c'est le président du tribunal du travail qui est compétent? En droit français, on a plus ou moins les mêmes règles, mais la compétence est donnée au juge judiciaire et non pas au juge du tribunal du travail. Et donc ici, moi, ma position c'est de dire que pour la tenue de l'élection du délégué du personnel, dès lors que le seuil de plus de 10 travailleurs est atteint,
ça devrait être le président du tribunal de grande instance et non pas le président du tribunal du travail. Parce que dans les compétences qui lui sont attribuées, bien entendu, cette question n'a pas été abordée. Mais je précise qu'en droit du travail français, le texte est écrit de la même manière et pour l'ensemble du contentieux, c'est le juge judiciaire qui est compétent. Mais ici, comme le juge du travail et le tribunal du travail, c'est une juridiction d'exception, donc on doit se limiter, à mon avis, à la compétence qui lui est attribuée. Et encore qu'après la rédaction de ma réflexion, j'ai rencontré par hasard un arrêt dont j'aurais bien voulu disposer au moment de la rédaction de ma réflexion sur la question abordée. Et donc ici, c'était le président du tribunal du travail qui a été saisi par les représentants des travailleurs parce que le chef d'établissement refusait d'organiser l'élection des délégués du personnel. Et il y a eu un pourvoi en cassation qui a été formé après la décision du président du tribunal du travail. Et la haute juridiction a jugé irrecevable sa saisie de pourvoi au motif qu'on n'a pas respecté le nouveau degré de juridiction. Et je me suis dit que cela peut-être conforte ma position. Parce que par rapport au contentieux électoral et par rapport à la compétence du président du tribunal du travail, on dit que le président du tribunal du travail est statué en dernier ressort et en urgence. Cela veut dire que donc, l'appel n'est pas possible parce qu'il est statué en dernier ressort et donc c'est le pourvoi en cassation qui est possible. Or, justement, à la matière, la haute juridiction avait rejeté, avait jugé irrecevable sa saisie. Est-ce alors à dire que dans ce cas-là, c'est peut-être le président du tribunal de grande instance qui est compétent et qui va statuer en premier ressort à charge d'appel devant la chambre civile de la Cour d'appel et ensuite maintenant la chambre civile de la Cour suprême. Étant entendu que le premier juge, encore une fois, ce sera le président du tribunal de grande instance. Il faudra peut-être attendre une décision, un arrêt tiré de la Cour suprême pour être fixé de manière claire sur la répartition de la compétence en matière de scrutin et d'élection des délégués du personnel. L'autre temps de ma réflexion, c'était par rapport à l'élection de représentativité syndicale. En matière de négociation collective, les salariés sont représentés par les syndicats. Mais par rapport aux règles qui sont applicables, en principe, on n'a pas besoin d'être représentatif pour un syndicat pour participer, bien entendu, à la négociation d'une norme conventionnelle. Parce que le souhait du législateur de 1997, c'était de faciliter, bien entendu, la conclusion des accords et des conventions collectives de travail. Et que donc, on avait écarté dans un premier temps la représentativité au profit de la représentation simple. Et que donc, tout syndicat, futur minoritaire, pouvait alors engager l'essentiel des travailleurs, dès lors que de l'autre côté, l'employeur a voulu bien signer l'accord ou la convention. Mais pour certains types d'élections, pour certains types, de négociations collectives, bien entendu, le code exige la représentativité. Et donc, on s'est intéressé à la détermination de la représentativité des organisations syndicales et les conséquences ou les effets de la représentativité syndicale. Il faut savoir que dans le premier temps, c'était par l'effet d'une enquête administrative qu'il fallait déterminer la représentativité des organisations syndicales. Et c'est le ministre chargé du Travail qui prenait la décision de déclarer ou non représentatif un syndicat. À un moment donné, les organisations syndicales ont essayé de remettre en cause cette prérogative qui est donnée au ministre, d'autant plus que, bien entendu, dans les rapports qui peuvent exister entre les syndicats et les pouvoirs publics, il peut y avoir, de la part des pouvoirs publics, une sorte d'ingérence dans les fonctionnements des syndicats et des organisations syndicales. Et donc, les syndicats ont exigé maintenant que la détermination de la représentativité syndicale soit faite à travers l'organisation d'élections. Et dans un premier temps, on a rappelé d'abord l'enquête administrative qui était prévue pour déterminer la représentativité syndicale au regard de l'article L85 du Code du travail. Et depuis 2003, avec une modification en 2016, il y a maintenant l'élection de représentativité. Et comme encore une fois, il s'agit de désigner les représentants des travailleurs par rapport à la négociation d'un certain nombre conventionnel, soit les conventions collectives sur type d'extension ou les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement. Donc il fallait, bien entendu,
le faire par le biais de l'élection. Et donc l'élection de représentativité a pu être organisée avec énormément de difficultés, avec énormément de retard, parce qu'on sait que les organisations syndicales, pour se mettre d'accord, c'est la croix et la bannière. Mais finalement, il y a des élections, et par exemple, actuellement, au niveau des centrales syndicales, on connaît par exemple les 4 centrales syndicales qui sont les plus représentatives au Sénégal et qui ont eu l'honneur et le privilège de signer la dernière convention collective nationale interprofessionnelle du 30 décembre 2019 qui règle maintenant les rapports entre les travailleurs et les employeurs. Et par rapport à l'utilité de la représentativité ou les effets de la représentativité, ça sert à quoi? Ça sert à identifier bien entendu, les représentants des travailleurs lors de la négociation collective. Et comme j'ai pu le dire, pour les conventions collectives sur site d'extension et pour les accords collectifs aux entreprises uniquement. L'occasion aussi était de dire que est-ce qu'il ne faut pas dépasser un peu ce qui a été prévu au départ et d'exiger la représentativité des organisations syndicales pour tout type de négociation, y compris par exemple pour la convention collective de branche ou la convention collective d'établissement ou d'entreprise. Étant entendu que les conventions collectives sur site d'extension, comme les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, il faut être représentatif pour y participer. La représentativité aussi, c'est pour déterminer la représentation ou les représentants des travailleurs dans les organismes ou organisations. Par exemple, pour désigner les assesseurs du tribunal du travail, qui représentent les employeurs d'un côté et les travailleurs de l'autre côté, ce sont les organisations syndicales les plus représentatives qui présentent des listes au ministre chargé du Travail pour le choix des assesseurs du tribunal du travail. De la même manière, par rapport à la participation des travailleurs dans les organismes comme de sécurité sociale, comme à l'IPRES, bien entendu, le représentant au conseil d'administration de ces organismes, leurs représentants sont désignés par les syndicats les plus représentatifs. C'est la même chose aussi au plan régional, c'est la même chose aussi au plan international. Au regard de l'Organisation internationale du travail, qui, au plan international, sécrète principalement les normes applicables en droit du travail, il y a ce qu'on appelle la Conférence internationale du travail, qui est comme le Parlement de l'OIT, avec les représentants des États membres, et chaque État membre y a 4 représentants. 2 membres gouvernementaux, un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs. Et les représentants des travailleurs comme des employeurs sont désignés par les organisations syndicales, représentent les organisations syndicales les plus représentatives. Et donc, à côté de la négociation collective, la représentativité aussi sert à identifier et à sélectionner les représentants des travailleurs au sein des organismes et organisations. C'était l'économie de ma réflexion pour rendre hommage au professeur Isaac Yankoba Ndiaye. Et je redis tout le bien que les gens ont pu dire tout à l'heure, qu'on a l'habitude de lui dire directement et personnellement, que d'autres diront mieux que nous, peut-être le professeur Ndiaye Diouf. Et encore une fois, mille merci aussi au professeur Isaac Yankoba Ndiaye. Merci beaucoup. Je vais encore demander aux intervenants de respecter le temps de parole. 5 minutes. Madame le professeur Ndeye Coumba Madeleine Ndiaye. Je vous remercie, Monsieur le doyen, de m'avoir donné la parole. Monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, professeur Alassane Kanté, cher maître, professeur Isaac Yankoba Ndiaye. Alors, je remercie le comité scientifique de me donner l'occasion de présenter ma contribution au mélange portant sur la notion de famille. Donc ces mélanges étant dédiés à notre cher maître, le professeur Isaac Yankoba Ndiaye, ici présent. Mais c'est toujours une épreuve pour moi que d'intervenir en droit de la famille devant ce maître, ce guide, cet encadreur, cet enseignant que je ne pourrai jamais assez remercier. Le dédicataire de ces mélanges, le doyen Jacob, comme nous le nommons affectueusement, sachant que la discipline est l'un de ses domaines de prédilection. Sous votre contrôle, cher maître,
je dirais que le droit de la famille mérite tous les égards, car il peut être un instrument déterminant de la cohésion sociale dans une nation. Il est établi à juste titre que la famille est la cellule de base de la société. Par ailleurs, on lui reconnaît des rôles considérables pour le développement humain. L'idée d'entreprendre une réflexion sur la notion de famille m'est seulement venue après plusieurs travaux intervenus dans cette matière. Donc cela confirme la conception selon laquelle chacun croit savoir ce qu'est la famille. Alors je pense qu'il est temps de se départir de cette orthodoxie. Certes, la famille est inscrite si fortement dans la pratique quotidienne. Elle est une expérience si intime et si familière qu'elle apparaît de façon implicite comme une institution allant de soi, comme un donné naturel. Mais il faut particulièrement la caractériser, car l'évidence du groupement familial cache des difficultés insoupçonnées de sa définition. Et le législateur a semblé minimiser ou contourner la difficulté en se contentant d'une formule lapidaire dans l'article 100 qui dispose que le lien matrimonial crée la famille par l'union solennelle de l'homme et de la femme dans le mariage. Se passant ainsi d'une définition de la famille, le législateur a, semble-t-il, posé des jalons qui laissent entrevoir sa volonté de la conceptualiser. Une réflexion sur la notion devait alors nécessairement passer par une analyse de cette approche simpliste du législateur qui a voulu asseoir un modèle en méconnaissance des multiples difficultés de caractérisation de l'institution. La mise en avant de la prééminence du mariage choisi comme fondement de la famille va à l'encontre de la réalité sociale. Il s'agit en réalité d'une lecture restrictive qui se manifeste à plusieurs égards, notamment à travers la réglementation des empêchements à mariage, la prise en compte des solidarités familiales et la réglementation des différents régimes successoraux. Tous les domaines du droit sénégalais portent cette attention particulière, voire exclusive au mariage et à la famille qui en est issue. Particulièrement le droit du travail, le droit pénal, la Constitution chapeautant le tout et prévoyant que le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'État. Au-delà de ce déphasage avec la réalité sociale, la référence au mariage pour définir la famille a justifié le cantonnement du domaine de la parenté. Donc la parenté hors mariage ne s'exprimant qu'au premier degré dans les relations patrimoniales. Et pourtant cela ne se justifie point. Parce qu'en référence aux relations extra-patrimoniales qui expriment véritablement l'appartenance à une famille, la parenté ne peut être limitée au premier degré. On peut se suffire de l'exemple des empêchements à mariage qui sont réglementés sans distinction et du non patrimonial qui est porté par tout le groupe. C'est pour dire que toute entreprise de limitation artificielle de la famille serait vouée à l'échec. Finalement, l'on se demande même si la famille est saisissable par le droit. La science juridique appréhende difficilement le groupement familial, il faut le reconnaître. Et cela se manifeste par une certaine complexité de la famille et par une délicatesse de sa caractérisation, de sa définition. La complexité découle de la diversité des critères d'identification et de la variabilité très sensible des modèles familiaux. La famille est caractérisée par la parenté et la conception de la parenté varie selon les sociétés et selon les époques. Là où dans les sociétés modernes, l'accent est mis sur la consanguinité, les sociétés traditionnelles négro-africaines par exemple prenaient en compte des paramètres divers. La consanguinité avait son importance, le mariage avait son importance, mais d'autres facteurs étaient particulièrement primordiaux, tels que le partage du sein ou le partage de certaines épreuves. La variation des critères de définition du lien familial a emporté dans une certaine mesure, au fil du temps, l'évolution des modèles familiaux allant de la famille élargie à la famille nucléaire.
Donc la crise de la famille ayant conduit à la naissance de divers modèles tels que les familles monoparentales, en cas de divorce par exemple, les familles recomposées qui se créent en cas de remariage par exemple, les familles négociées, conventionnelles ou électives, telles que les familles adoptives ou les familles issues de gestation, de GPA. Donc c'est la gestation pour autrui. Et cette gestation pour autrui n'est pas prévue en droit sénégalais, mais c'est ailleurs. Et la multiplication des familles atypiques. Comme famille atypique, nous nous limiterons à l'exemple de la famille unilinéaire, créée lorsqu'il n'y a qu'un seul lien de parenté, par exemple, lorsque le père ne reconnaît pas l'enfant. Alors, l'on note aussi une certaine délicatesse de la caractérisation juridique de la famille qui se manifeste par les infortunes du droit dans la détermination de la nature juridique du groupement familial. Se pose la question de la personnalité juridique du groupement familial. Une analyse réfléchie de la question familiale peut pousser à prendre avec du recul la négation de l'attribution de la personnalité juridique au groupement familial. Il suffit de se référer au régime juridique de l'indivision successorale pour nous en convaincre. Et l'observation majeure qui découle de ces diverses difficultés de la science juridique à saisir la question familiale est que le droit ne peut réussir l'entreprise de la définition de la famille que s'il intègre les données offertes par certaines disciplines des sciences sociales telles que l'ethnologie, l'anthropologie, la philosophie, la sociologie particulièrement. Et je dirais que le droit doit constituer le dernier maillon de la chaîne de caractérisation de la famille. Son rôle est d'entériner la proposition qui colle mieux à la société qu'il régit. Parce qu'il est aberrant que de partir d'un idéal construit pour cerner un problème de société, un phénomène de société comme l'a fait le législateur sénégalais. Il faudrait dire en conclusion que la réalité aujourd'hui est qu'en Afrique, particulièrement au Sénégal, la famille ne peut se définir que comme un groupement d'individus liés entre eux par la parenté. Celle-ci est en fait en référence directe à la filiation dans toutes ses facettes et à l'alliance. Pour le moindre mal, la science juridique, conformément à ses objectifs, devra tenir raisonnablement compte des exigences économiques, du contexte social, de la morale du moment dans la définition de la parenté et de l'alliance, pour réguler le groupe social dans le but d'une meilleure protection des individus, des intérêts individuels et collectifs. Donc telle est notre modeste conception de la notion de famille. Et avant de clore, Monsieur le Président de séance, j'aimerais porter un témoignage sur le dédicataire de ces mélanges, notre cher maître, le professeur Isaac Yankoba Ndiaye, et ce témoignage me tient à cœur. C'est à l'occasion du concours d'agrégation, en 2015, on était ensemble à Lomé, l'épreuve était difficile, et après mon admissibilité à la deuxième épreuve, et à la veille de mon passage de l'épreuve de la leçon d'agrégation, il m'a appelé très tard, après 11h du matin vers minuit, sachant que j'allais affronter donc, le redoutable professeur Ndiaye Diouf en droit judiciaire privé. Il m'a dit, Madeleine, je te rappelle que tu es à Lomé pour être agrégé. Tu n'es pas à Lomé pour être admissible. Et ça, il venait donc de me donner du courage pour affronter la dernière épreuve et réussir le concours. Je vous remercie.